Unité 907. Bonjour, aujourd'hui, nous allons attacher à un sujet un peu de Kabbalah, et quand même le Yortzeit du Harizal. Et on va voir le sujet au fait des Goralot, des certaines personnes qui ouvrent le Tanakh pour essayer de trouver des réponses d'après les psukim qui vont leur sortir, pour prendre des décisions sur toutes sortes de choses qui leur arrivent. Et est-ce que c'est permis? Est-ce qu'on a le droit? Comment on le fait? Gora Lagra, etc. Un petit peu, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va essayer de parler de ça. Dans notre sugia, Rav Shechet, la Gemara raconte une histoire. Comment Rav Shechet, il s'est abstenu de faire quelque chose d'après un passouk qu'un enfant lui a dit. Il a arrêté un enfant dans la rue. Il a dit, dis-moi quel passouk tu as appris aujourd'hui. Et l'enfant lui a dit le passouk. Et en fonction de ça, il a compris qu'il devait s'abstenir de le faire. Et les poskim, ils en parlent. Est-ce qu'on a le droit de faire cette chose-là ou pas? Et de quelle manière, en fait, on a le droit de faire? Bien sûr, si Rav Shechet l'a fait, on a le droit de le faire. C'est une preuve qui est très grande. Et quand même, la question qui se pose, c'est qu'il y a une interdiction dans la Torah qui s'appelle l'otener chashuv. L'otener chashuv et l'ote onenu. C'est, la Torah nous interdit de s'appuyer sur toutes sortes de signes extérieurs pour décider de faire quelque chose. La Gemara nous dit par exemple, quelqu'un il marche dans la rue, son pain il lui est tombé de sa bouche, un cerf l'a arrêté au milieu du chemin, et il dit si c'est comme ça, c'est pas bon, c'est porte-malheur, et donc il revient. Il ferme son magasin parce que il lui est arrivé quelque chose. Toutes sortes de choses qui sont porte-bonheur, porte-malheur, c'est des choses qui sont interdites dans la Torah. Donc là, la question qui se pose, comment on se permet de demander à un enfant un pasouk? Alors le Rambam, dans Ilchot Avodah Zarah, il permet d'utiliser le pasouk. Il faut ouvrir là-bas dans le Kesef Mishneh, il y a un certain détail qu'il faut connaître là-dessus, mais dans le Rama, dans le Shulchan Aruch, j'aurais dit à Kouf une tête d'Alet, le Rama il dit clairement qu'on a le droit de faire, de demander à un enfant un pasouk. Le Shach sur le Shulchan Aruch, c'est Cohen, il dit qu'on a le droit d'utiliser cette chose-là, même pour une décision future. Je suis intéressé de faire quelque chose, je veux savoir si ça va réussir, ça va pas réussir, est-ce que c'est correct, c'est bien de le faire ou pas. Je peux utiliser un passouk pour prendre ma décision. Pourquoi? Il dit, c'est considéré comme une petite névoie. Et donc, ici, déjà, on trouve la différence, on peut déjà comprendre la différence qu'il y a entre l'otener chashuv et cette chose-là. L'otener chashuv veut dire s'appuyer sur toutes sortes de croyances fausses, toutes sortes de croyances qui sont arrivées des goïms, de Avodah Zarah, ou même des croyances inventées, des bêtises, toutes sortes de croyances qui ne sont pas vraies, ça c'est l'otener chashuv. Par contre, quand je m'appuie sur quelque chose qui est vrai, alors dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est permis. L'otener chashuv veut dire s'appuyer sur des choses qui ne sont pas vraies. Et donc ici, quand on utilise le pasuk, c'est une bonne référence. Le Mari Kash, il rajoute sur ça, on a le droit d'ouvrir un livre et un sefer, un Tanakh ou un Chumash pour regarder quel pasuk sort. Il ramène une preuve de Melachim Bet à propos du roi Yoshia, qui on dirait qu'il a fait quelque chose de ce genre. Ça a étudié, ça a vérifié. Melachim Bet, Kaf Bet Yudalef, celui qui veut, il peut voir. Et il dit, quelle est la raison? C'est parce que la Torah, c'est non seulement une mitzvah de l'étudier, mais la Torah, c'est le plan du monde. La Torah, c'est tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer. C'est c'est notre, c'est notre vie. Et c'est tous nos repères, toute notre boussole, c'est la Torah. Et donc, entre guillemets, on prend conseil de la Torah pour savoir comment se comporter. D'autres poskim aussi, on va ramener le Birkei Yosef du Chida. Il ramène le Marikash et il permet. Le Rav Paladio aussi il permet. Et il ramène aussi au nom du Shevet Moussar que on a une Kabbalah de nos ancêtres qu'ils avaient l'habitude de faire cette chose-là. Ils prenaient un Chumash ou plutôt un Tanakh et ils regardaient au début, ici il y a encore un détail intéressant, ils regardaient le début de en fait ils ouvraient au pif et ils regardaient le début de la feuille
le premier passouk qui sortait de la feuille pour voir quel est le passouk qui est sorti. Et en fonction de ce passouk, il prenait une décision. Le Rida, il développe un peu ce sujet dans un autre endroit. Le Rida, comme on le sait, il a des dizaines et des dizaines de Sfarim. Il ramène que les Rishonim, ils ont ramené au nom du Rambam, qu'on n'a pas le droit, normalement, c'est pas génial. Il dit pas que c'est quelque chose c'est vraiment la Torah Hachut, c'est une interdiction de la Torah, mais quand même, il dit, c'est pas correct de venir et d'ouvrir les Sfarim, d'essayer d'ouvrir les Sfarim comme le font les Goïms. Et quand même, par exemple, un Chavan qui a l'habitude de le faire, on ne va pas le frapper, ni le renvoyer, mais quand même, c'est quelque chose qui est pas correct. Le Rida, répond, pourquoi, ici, on dirait que le Rambam, il prend un certain écart de cette chose-là. Il dit, le Rambam, il parle de certaines personnes qui essayent de se faire une parnassa de cette chose-là. Ils tournent d'une personne à l'autre, ils lui disent, regarde, je vais te dévoiler ton futur, je vais te dire combien de temps tu vas vivre, avec qui tu vas te marier, qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que ça va te marcher. Bon, en tout cas, toutes sortes de gens qu'on peut peut-être connaître même de notre temps, certaines personnes mystiques qui se prennent pour des gens qui connaissent les futurs, qui ouvrent des sfarim, qui font toutes sortes de choses bizarres. En fonction de ça, ils décident. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas bien. Et de manière générale, euh, ce genre de gens, il faut essayer de s'écarter d'eux. On a suffisamment de rabbanim connus, rabbanim normaux qui ont étudié la Torah et qui sont mekoubalim sur la majorité sur le cas d'Israël. Et donc, on n'a pas besoin d'aller chercher toutes sortes de personnes bizarres qui se prennent pour des grands mekoubalim. Certains d'entre eux sont peut-être des mekoubalim, mais beaucoup d'entre eux ne le sont pas. Et de manière générale, les personnes qui demandent de l'argent, qui réclament de l'argent, et les personnes qui reçoivent des femmes, c'est des personnes qu'on préfère ne pas aller chez eux. Peut-être certains d'entre eux sont oui, des gens corrects, mais si on veut être sûr que quelqu'un il est oui correct, alors on peut avoir ces deux indications qui peuvent nous donner certaines indications à propos de la personne. Euh, donc, en tout cas, la conclusion, c'est que on a le droit d'ouvrir un Tanakh pour essayer d'avoir un remez min hashamayim pour savoir comment se comporter. Et, et quand même, dans le Shut Chesed Alafim, il dit qu'il faut quand même connaître les proportions de cette chose-là. C'est pas chaque petit déjeuner, si je sais pas si prendre, je suis dans un hôtel et je sais pas si prendre l'omelette avec les pommes de terre ou l'omelette avec les tomates, alors je me pose la question et j'ouvre un tanakh. On comprend que c'est quelque chose de sérieux. Il faut savoir quand le faire, comment le faire, peut-être faire une petite fila avant, le faire le Shem Shamaim, et et non plus, pas pour Tam, pour connaître du futur, pour savoir qu'est-ce qui va se passer, quel est le futur, etc. Sur ça, le pasteur qui nous dit, Tamim Tiyeh Hashem Elokecha. Fais confiance à Hachem, tout va bien se passer. Ce qui a été Nixar, ça a été Nixar, et toi, tu n'as pas besoin de savoir et de chercher l'Arkor Achéatidot. Ça, c'est quelque chose que la Torah ne nous permet pas. Mais si quelqu'un, il se pose la question, une question sérieuse, et il le fait les Shem Shamaim, alors, si on pose la question si c'est motard, c'est pas motard, c'est motard, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire, et on peut le faire. Donc, personnellement, moi, je l'ai fait qu'une seule fois, et j'ai eu un très beau remède, et donc, c'est quelque chose qui existe et qui marche. Bien sûr qu'on ne peut pas parler de ça sans parler du Gora Lagra. Le Gora Lagra, en fait, il est basé sur la même idée. C'est pas exactement ça. C'est quelque chose qui passe en massorette. C'est un secret. Il n'y a que ceux qui le savent, ils le savent. C'est une massorette que le Gaon de Vilna, il l'a fait passer. Mais c'est basé sur la même chose. D'ouvrir un tabac au pif et après, ils font, certains décomptes. Ils rajoutent encore 7 pages en arrière ou en avant. Après, ils cherchent 7 lignes, etc. Et il faut essayer il tombe sur un passouk et après, il faut bien sûr essayer de comprendre. Pas toujours le passouk qu'il est clair, il faut être dans une grandeur spéciale et connaître la massorette pour pouvoir le faire. Et c'est sur ça, sur ce Gora Lagra, on a des histoires incroyables que des grands rabbinim avaient l'habitude de le faire. On ne le fait pas, bien sûr, n'importe comment. Le Rav Ariel Levin, qui est proche de notre génération, le beau-père de Rav Eliechiv, il avait cette massorette, il l'a fait plusieurs fois. Et quand il le faisait, il jeûnait ce jour-là. Et il y a, bien sûr, des histoires très très belles, très très intéressantes sur ce Gora Lagra. Le Chafetz Chaim,
quand il se posait la question, quand la première guerre mondiale a éclaté, il s'est posé la question qu'est-ce qu'il fait avec sa yeshiva? Est-ce qu'il reste sur place ou bien il essaie de s'enfoncer dans la Russie pour s'écarter du front de la guerre? Il est tombé sur le pasuk Ve'ata iti b'shnei machanot et il a compris qu'il devait diviser la yeshiva en deux. Ou plutôt, l'histoire n'est pas exactement comme ça. C'est le Rosh Yeshiva de Radin. Le Chafetz Chaim n'était pas le Rosh Yeshiva, il était le Rav de la ville, même pas officiel, je pense. Et le Rosh Yeshiva, il a fait le Goral Gra, il est tombé sur ce pasuk. Et quand il a été chez le Chafetz Chaim pour lui dire, le Chafetz Chaim lui a dit, tu sais, sur la question qu'on se pose là, les derniers jours, j'ai pensé qu'on peut sortir une réponse de la Torah sur Yaakov Avinu, qui a séparé sa famille en deux. Donc lui, il a fait sans le Goral Gra, il a réussi à sortir la réponse de la Torah. Le Rav de Brisk aussi, dans la Deuxième Guerre mondiale, il a été sauvé de la guerre grâce à plusieurs Goral Gra qu'il a fait pour déchiffrer qu'est-ce qu'il fait, par où il se sauve, etc. Et il a réussi à se sauver en dernière minute de l'Europe qui était en train de flamber en feu. Et Rav Aryeh Levin aussi, il y a une histoire assez connue avec 13 soldats qui ont été enterrés pendant un massacre qu'ils ont passé, en fait. C'était avant que l'État d'Israël soit créé. Ils ont été dans la région de Gush Etzion, pendant que Yerushalayim, elle était complètement enfermée. Ah non, c'est quand même pas, je pense que c'est pendant la guerre de l'indépendance. Et en tout cas, il y a eu 13 soldats qui ont été enterrés en panique. Et 20 ans plus tard, la guerre de 6 jours, ils ont réussi ils ont eu accès à l'endroit où ils ont été enterrés, mais comme ils ont été enterrés sans, chacun à part, mais sans, ils n'ont pas eu le temps de leur écrire leur nom, et donc les familles qui voulaient les réenterrer, en tout cas écrire leur nom, et Aryeh Levin, il a fait le Goral Agra 13 fois, pour déchiffrer chaque personne qui il est, et il a trouvé des psukim incroyables, on trouvait exactement les noms exacts de ces soldats, et en fonction de ça, ils les ont réenterrés, et ils ont mis leur matzeva sur eux avec leur nom. Bon, voilà.